Alors, retour donc sur ce plateau pour la troisième partie de Regard croisé. Nous évoquons donc ce rapport de l'ONU qui révèle que le nombre de civils tués au Mali a plus que doublé en 2022 par rapport à 2021 et 35% des violences de droits humains ont été imputées aux forces de défense et de sécurité. Alors, cela représente une augmentation de 118%, un rapport alarmant dans ce pays qu'on sait est plongé dans une profonde crise, non seulement sécuritaire, mais aussi politique et humanitaire. Je donne la parole à Louis. Oui, mais je crois que ça, c'est le rapport de l'ONU, mais jusque-là qui est contesté par les autorités maliennes, justement, Oui. par le gouvernement de la transition Oui. que préside Assimi Goïta. Mais au fond, si vous analysez, je pense que ce rapport ne doit surprendre personne, parce que le pays est dans un état chaotique et aujourd'hui, on a mis tout le monde à contribution. L'arme circule un peu partout dans le pays et ça, il faudrait qu'on ait le courage de le dire parce qu'à un moment donné, on a besoin de ratisser l'âge. Il faut un maillage territorial pour éliminer aujourd'hui les forces djihadistes. Donc quand vous voyez ça, même dans les vrais belligérants vous diront, les journalistes belliqueux vous diront que c'est un chiffre en réalité qui ne doit étonner personne, comme je le disais tout à l'heure, parce que on est dans une étape où on est obligé d'aller au dernier retranchement. Il faut aller chercher les, les djihadistes n'importe où ils sont. Et donc, quand c'est comme ça, c'est tout à fait normal que les chiffres augmentent. Maintenant, quand vous voyez même la situation aujourd'hui, beaucoup de coups d'État sont déjoués par la FAMA, les forces armées maliennes, qui déjouent des coups d'État à chaque moment, même si elles décident de ne pas communiquer à chaque fois qu'il y a ce genre d'opération. Donc ça veut dire que quand vous déjouez les coups d'État, il y a forcément échange de tirs. Et échange de qui parle d'échange de tirs, il doit y avoir forcément de morts et de blessés. Dommages collatéraux. Voilà, il doit y avoir des dégâts collatéraux. Donc je pense que le rapport, c'est ce que dit le rapport de l'ONU, même si au fin fond on ne nous dit pas où et spécifiquement où sont commises ces actions-là, où le peuple ou bien la population qui est la plus victime. Mais je crois que, comme je le dis, le Mali demeure toujours un territoire aujourd'hui critique parce que quand vous voyez le nord du pays qui est toujours occupé, l'État a semblé peut-être avoir des difficultés pour accéder à cette partie du territoire. Et donc, quand c'est comme ça, c'est un chaos total, c'est un désordre. C'est tout à fait normal que des monstres augmentent. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai que le gouvernement d'Assimi Goïta a déjà contesté ce rapport. Je crois qu'on attend dans les jours à venir pour voir les justificatifs qu'ils ont à apporter. Alors, bien sûr, ils ont démenti en parlant d'avoir éliminé 200 djihadistes au moins. Voilà. Ça me rappelle ces discours ou encore ces communiqués constamment sortis par l'ONU à l'orée du Covid-19 en 2020, où on annonçait que l'Afrique, il disait comme ça, hein, littéralement, que l'Afrique allait disparaître. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ces rapports de l'ONU sont toujours à prendre avec beaucoup de pincettes. Vous voyez, quand vous faites justement allusion à la Covid-19, vous avez vu la sortie du directeur de l'OMS qui disait que l'Afrique doit se préparer et doit s'attendre au pire. Ça veut dire que dès qu'on aura enregistré un cas de Covid-19 en Afrique, ce sera de l'hécatombe. Mais on a vu comment est-ce qu'on a pu, on a vu la capacité de résilience de l'Afrique après tout. Donc ça veut dire que les rapports en réalité n'engagent que les rapporteurs. Moi je le dis. Et on a l'impression qu'on veut tirer on veut alarmer. Oui, vas-y. Voilà, on veut alarmer. Vous voyez par exemple un État Mali qui aujourd'hui s'en sort sans la France. S'en sort sans la France. Et on a vu que entre les puissances occidentales, il y a toujours cette connivence entre elles. C'est-à-dire que quand vous essayez d'attaquer à une, c'est comme si vous frappez dans la fourmilière. Vous vous attirez la foudre tout droit. Donc, c'est dit que vous ne pensez pas que le Mali va faire sortir un rapport qui va essayer de polir l'image du Mali, mais peut-être épingler le pays, peut-être faire croire aux gens que le départ de Barkhane, des troupes Barkhane, n'a fait qu'envenimer la situation. Oui. Donc, ça dit que les Nations Unies, je suis désolé de le dire, mais sont dans une situation c'est-à-dire que
d'engouffrer en fait un pays qui essaie d'émerger. Je pense que c'est ce que je disais tantôt avant qu'on aille à la pause. Oui, le c'est ça. C'est-à-dire que le FMI, l'ONC, qu'est-ce qu'ils font? On a l'impression qu'ils créent des crises. Et après ils interviennent en sapeurs-pompiers. Comme des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire que c'est l'intervention de l'OTAN en Libye qui a provoqué tout cela, avec des Algériens, des Libyens qui ont formé le groupe AQMI, qui occupe le nord du Mali. Et jusque-là, la communauté internationale n'a pas pu réagir. Maintenant, on est là, la situation pourrie, la situation s'envenime, et puis on fait sortir un rapport pour épingler justement le gouvernement malien qui fait pieds et mains pour remédier à la situation, pour justement faire revenir la sécurité au Mali. Donc c'est pour ça que je dis que ce rapport-là, et je suis tout à fait d'accord avec les autorités maliennes, que ce rapport-là, c'est à jeter à la poubelle. Non, mais moi, je ne suis pas de même avis. Hein. Je voulais, quand vous étiez en train de parler du rapport de la prévision de l'ONU, c'était une prévision, il dit, mais c'est comme ça, on a visé les gens, c'est une prévision. Non, mais une prévision alarmiste. Donc, mais actuellement, on n'a pas besoin de crier en fait. Actuellement, ce qui se passe, j'ai la parole. Je suis désolé qu'il n'ait pas prévu le pire en Europe. Voilà. Pourtant le pire a été observé en Europe. Ah oui, mais c'est que eux, ils ont fait une étude selon les indices, c'est certains calculs dans le domaine de la médecine. Selon la manière dont le Fonds monétaire international voudrait intervenir, selon la manière dont la GIZ voudrait intervenir, selon la manière dont le PNUD devait travailler. Oui, ça a été une déclaration tapageuse en fait. Je vous dis, et on se demande aujourd'hui, si aujourd'hui l'Afrique, les pays du Sud en général, il y a les Caraïbes également, quand ils n'auront pas de problème, comment le PNUD va travailler alors? Non, je m'explique. Dans le domaine de la médecine, il y a ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que, je vais essayer d'expliquer, la capacité qu'une épidémie puisse propager dans la nature. Oui. Et peut-être que cette étude, elle a été prise, peut-être, ce n'est pas au niveau de l'Afrique, peut-être ailleurs. Et quand on a essayé de généraliser, on se trouve qu'avec nos conditions de vie et autres là, si cette capacité de propagation du virus arrive chez nous en Afrique, on aura telle prévision. Oui, c'est la prévision, ça. Maintenant, sans avoir compté, mais on n'a pas sous-estimé l'Afrique. Peut-être, parce que les universités au Togo, par exemple, on a fait appel à quoi? Monsieur Pinto, écoute, peut-être 3 mois, nous avons été pris peut-être par ce virus. Seulement que la capacité de résistance de notre organisme a permis de rester sain et sauf. Et si l'OMS n'a pas pu détecter ça, je suis désolé. Sûrement, mais sûrement quand une épidémie qui surprend le monde, toutes les études ne peuvent pas être faisables. Oui. Maintenant, je reviens sur le Mali. Okay. Le rapport est justifié. Quand vous parlez de la maîtrise de la riposte du gouvernement malien, mais un gouvernement qui ne maîtrise pas tous les territoires ne peut pas maîtriser et savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Vous savez, moi je ne suis pas en train de justifier la présence de la France au Mali, mais c'est-à-dire que je vous dis que le gouvernement actuel n'a pas la maîtrise totale du Mali. Au nord, c'est occupé par les groupes rebelles. Et dans ce rapport, l'ONU, le système des Nations Unies, a attribué ces actions-là aux forces de défense et de sécurité et aux groupes djihadistes. Vous savez, le mécanisme de fonctionnement du groupe Wagner qu'on a observé en RDC et un peu partout, c'est que c'est un groupe, ces mercenaires-là peut toutefois comme ça et bombarder tout un village et leur dire non, nous sommes arrivés et on a trouvé que des djihadistes que nous avons bombardés. C'est comme ça pour pouvoir légitimer leur présence dans le pays. C'est ce que le Mali, le gouvernement, les autorités maliennes essaient d'oublier sur le système de fonctionnement de Wagner qui n'est pas avantageux aussi pour l'Afrique. C'est-à-dire que ce sont des mercenaires qui veulent se légitimer, qui peuvent bombarder les civils à tout moment. Alors vous pensez... Attends, vous n'allez pas... Vous savez, de vous poser cette question. Donc vous pensez qu'avec toute l'expérience malheureuse, moi je dis comme ça, du Mali avec la France, vous pensez que le Mali va encore tomber
dans ses travers avec non, mais Wagner. Vous ne pensez pas qu'ils seront le groupe prudents? Wagner n'a pas de professionnalisme. Quand on recrute des prisonniers, des gens qui n'ont pas des prisonniers, des réfugiés, des sans-abri pour venir former une armée qu'on envoie en Afrique parce que on veut faire du commerce militaire en Afrique. C'est ce que ça donne. On a vu. Moi, j'ai vu. Vous voulez louer le professionnalisme de la France ou encore non, la France qui forme constamment, régulièrement nos forces. Ça, personne ne peut démentir. La France, les États-Unis, ils ont du professionnalisme. Sauf que eux, ils ont. Vous trouvez ça normal qu'on forme régulièrement nos forces? Oui, Pinto, il faut me laisser. On n'a pas de formateur et chaque fois on fait appel à la France. On fait appel à la. Je risque de vous. Me laisser développer. Je risque de vous interrompre parce que la France, les États-Unis, l'Angleterre, autres, eux, ils ont un système professionnel d'encadrement militaire, mais sauf que eux, ils sont dans l'exploitation. Là, je suis d'accord parce que eux, ils sont là pour vendre leur armée en exploitant l'Afrique sous prétexte qu'on est en train de nous défendre. Mais dans l'autre côté, c'est le mécanisme de fonctionnement du groupe Wagner, c'est qu'à un moment, s'ils sont en perte de vitesse, ils vont bombarder tout un village sous prétexte. Oui, allez-y chercher, vous allez voir. Ils vont bombarder, ils vont sacrifier tout un village et venir vous dire que voilà, que ce sont des groupes terroristes qui sont tués. Alors que ce n'est pas ça. Non, mais c'est comme ça que ce groupe fonctionne. Moi, j'ai fait un peu de recherche sur ce groupe de fonctionnement. Maintenant, actuellement, je n'ai pas fini. Avant de remettre la parole, je vais chuter. Rectifier quelque chose. Je veux juste rectifier quelque chose. Ça dit, les opérateurs ne font pas comme ça. Ça dit, Wagner ne va pas, et puis il lance une bombe. Non, c'est pas. Désolé. Je n'ai pas dit de bombe. Ils vont bombarder. C'est-à-dire qu'on cible la zone. Mais puisque ces djihadistes-là, ils ont leur zone en fait. Ils ont leur quartier. Les civils ont été bombardés par ces mercenaires. Le quartier est suspect. Monsieur Almouche, vous n'arrivez pas à cadrer les choses. On bombarde en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de. On ne bombarde pas tous les villages. Non, les opérations ne font pas comme ça. Terminé 30 secondes. Laissez-moi, j'ai dit que parler de la sauce, c'est peut-être d'ignorer le fiasco. Dire que Barkhane, en fait, constitue aujourd'hui le goulot de campement du Mali, c'est peut-être oublier le fiasco de la force Barkhane. Force Barkhane a fait combien d'années au Mali? Ça, c'est pour exploiter l'Afrique. Oui, ça, je n'ai pas refusé. Ils occupent le nord du Mali en se basant sur des accords d'Alger, par exemple. Maintenant, à un moment donné... Je pense que je vais revenir. Allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Bon, moi, en fait, en réalité, si on dit qu'il y a une émeute dans mon village et qu'il y a eu des pertes de vie, je ne crois pas que quelqu'un doit quitter l'Europe pour venir connaître le nombre exact. Mieux que moi. Mieux que moi. Et donc, en résumé, même en mourant, je mettrai toujours un bémol sur les rapports, même les chiffres de l'ONU. Des organisations internationales. Dites-moi là, il ne faut pas que l'ONU attende que les choses aillent au pire. En même temps, ils envoient des émissaires qui font des enquêtes. Laissez, je vais vous tracer un schéma, vous allez voir. Vous savez que depuis que Assimi Goïta et ses consorts se sont accaparés du pouvoir et ils se sont mis à se dresser contre la France, vous allez voir que le profit que la France avait dans cette opération de intervention contre Diaz, etc., au Mali, où on les payait des fois, ou bien ils faisaient l'extraction de l'or, etc. Ça a carrément baissé. Ouais, non. Quand la France je n'ai pas refusé. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Vous savez, les chiffres ont carrément baissé. Et de par la France, l'ONU. Vous comprenez? C'est pourquoi je suis pour, comment l'appelle-t-on? Louis. Mais qui dit que où était, par exemple, l'ONU quand il y a ces malversations? C'est-à-dire l'ONU pourrait taper sur la table. Je donne seulement un exemple là. Ce qui se passe en RDC. Ouais, non. L'ONU sort un rapport pour dire qu'il y a la main de Rwanda dans ça. Ouais. Si l'ONU voudrait vraiment, parce que le pays est immensement riche, l'ONU sait ce qui lui revient de là,
que l'ONU laisse les choses pour que demain, M23 perpètre les choses, etc. Je dis, hein, l'ONU sait que quand le chiffre d'affaires de la France a baissé au Mali, là, ça fera baisser son chiffre d'affaires. C'est pourquoi l'ONU peut donner des... Mais maintenant, quand le gouvernement Koïta dénonce ou bien va à l'encontre du chiffre là, ils ont raison. Au fait, dans les jours à venir, eux aussi vont donner quand même le chiffre qu'ils prétendent être le chiffre exact. En fait, mais aujourd'hui, aujourd'hui, là où nous sommes, ils parlent de 200 djihadistes neutralisés. Aujourd'hui, on a l'impression que le rapport de l'ONU veut faire croire, en tout cas, veut faire croire qu'il y a des civils qui sont tués. Et puis il parle. Effectivement, on ne peut pas être en faisant référence à Wagner. Vous savez, on ne peut pas être dans des insurrections comme ça. Sans dire qu'il y aura de pertes de vie de civils. Ça, on ne peut pas le dire. Parce que c'est là je pourrais rejoindre un peu l'ACMO, mais sa procédure-là, moi, je ne sais pas où il a trouvé que, par exemple, le groupe Wagner, les mercenaires, ça dit, ils bombardent. Non, ce n'est pas possible. Et il a dit encore que c'est ce que le gouvernement Goïta aurait oublié, etc. Vous savez, Goïta, c'est un homme d'armes. Goïta, c'est un homme d'armes. Et il s'est fait entourer des hommes qui s'y connaissent. Au moins, on ne peut pas dire que ça dit que ce groupe-là pourrait oublier comment opère Wagner et dire qu'ils arrivent dans un village, ils bombardent. Non, c'est pas possible. Ça, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils ne m'apportent les preuves, oui. je suis contre ce fait que le Wagner, quoi qu'on prenne d'être prisonnier. Vous savez, les prisonniers qui composent peut-être par rapport à ce qu'il dit, les prisonniers, on ne peut pas prendre un prisonnier civil pour rentrer dans Wagner. Il y a des prisonniers qui sont des prisonniers, qui s'y connaissent dans les choses, etc. Donc, le Wagner ne peut pas bombarder des villages comme ça pour permettre à l'ONU de faire un bilan non conséquent. Donc, il faut si nous sommes ici, nous allons dire ce qui est vraisemblablement vrai. Je suis même tenté de dire qu'il n'y a pas d'armée groupe professionnel que Wagner. Hein. C'est-à-dire que... les gens là sont calés. Disons, c'est-à-dire, on a vu la preuve des troupes françaises en Afrique avec l'opération Serval. On a vu l'opération Barkhane. Oui, tout ça n'a rien donné. Rien donné. Vous voyez ce que Wagner fait au Mali? J'étais dit d'une opération de maillage du territoire. Ils sont dans cette logique-là aujourd'hui. Maintenant, le rapport dont on parle, on essaie d'incriminer en fait les forces de défense de sécurité et l'armée étrangère. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, analysez tout juste un peu l'actualité de ces derniers jours. La CPI qui porte plainte contre, qui lance un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Une pagaille internationale selon beaucoup de personnes. Et Wagner qui est une armée russe que les gens qualifient peut-être de mercenaires. Pourtant, Wagner, c'est bien éprouvé que c'est une armée privée. Même si derrière, on trouve qu'aujourd'hui, ils sont... des mercenaires? Non, pas des mercenaires, mais il y a peut-être la bête de Vladimir Poutine dedans. Donc aujourd'hui, tout ce qui est fait, ça dit que le rouleau compresseur, non seulement il est dressé contre le Mali, mais aussi contre la Russie. C'est-à-dire que c'est pour montrer à la communauté, c'est pour montrer à la face du monde que ces deux pays réunis-là sont des ennemis à abattre à tout prix. Okay. Donc c'est pour ça que je dis que ce rapport, jusque-là, prenons-le avec des pincettes. Moi, je verrai ce que dira Assimi Goïta et son gouvernement. Comme ça, je saurais me prononcer. Mais on va observer la pause. Dans tous les pays, le rapport de l'ONU n'a jamais...